Je me livre. Je me livre. Je me livre. Je me livre. Bienvenue sur le podcast Je me livre, un podcast où je rencontre des écrivains, écrivaines qui vivent dans le Perche ou qui sont de passage dans la région. Ils ou elles mettent plus ou moins de leur vie, de leur vécu dans leurs livres, alors je fais ma curieuse. Je veux en savoir plus sur eux et leur aventure avec l'écriture. Je n'ai pas forcément lu leur livre avant, peut-être le lirai-je après. L'auteur ou un comédien, une comédienne, lit un extrait à la fin de l'entretien. Vous allez entendre entretien avec Madame Colette Rossan. Colette Rossan est née en France en 1932. Elle a vécu au Caire, en Égypte, puis à Paris, avant de partir vivre plus de 50 ans à New York avec James, son homme, avec qui elle a eu 4 enfants. Elle a été prof, traductrice, journaliste, écrivant notamment pour le New York Magazine. Auteur d'une dizaine de livres de cuisine, on lui doit aussi la traduction en anglais de 2 ouvrages de Paul Bocuse, Bocuse à la carte et La cuisine du marché. Dans ses 3 romans autobiographiques, dont 2 en français, Mémoire d'une Égypte perdue et Retour à Paris, on se régale à double titre. Colette est une sacrée conteuse et elle sait nous faire saliver avec des recettes de cuisine qui ponctuent l'histoire de sa vie. Elle va nous parler du yaourt, qui lui a permis de signer son premier article dans la presse new-yorkaise, du magnéto, son confident, et de son amour de la cuisine évidemment. Écoutons tout d'abord la voix de Colette, la grande romancière française, qui n'est autre que la marraine de Colette Rossan. Pas banal. Et quant au chocolat grillé, devant le feu de bois, ou le feu de charbon, je ne sais pas, je le connais depuis ma naissance. C'était pratiqué dans ma famille. Le chocolat grillé, c'est une chose excellente. Je vous conseille beaucoup d'essayer. Bonjour Colette Rossan. Bonjour Sarah. Alors Colette, on vient d'entendre la voix de ta marraine, la grande Colette, la romancière, dont tu portes le prénom. Tu nous racontes ? Mes grands-parents habitaient à Palais-Royal, Colette aussi, et très souvent, quand ma mère avait 16, 17, 18 ans, Colette et elle se rencontraient dans le jardin, et ma mère lui racontait ses aventures, ce qu'elle faisait, ce qu'elle voulait faire. Et elle lui disait toujours, tu sais, si je me marie, que j'ai une fille, elle s'appellera Colette. Colette apparemment riait en disant « Mais tu sais pas ce qui va arriver. Peut-être que tu ne voudras pas à l'époque. » Elle disait « Ah si, tu vas voir, je l'appellerai Colette. » Et puis, quand ma mère s'est mariée, qu'elle s'est trouvée enceinte d'abord de mon frère, et puis plus tard de moi, elle a envoyé un mot à Colette en lui disant « Voilà, finalement, j'ai une fille et elle s'appelle Colette. » Et Colette, quelques jours plus tard, m'a envoyé une gourmette en or qui se disait « De Colette à Colette ». Je me livre. Ma mère m'amenait chez Colette très souvent. Elle aimait que je vienne chez elle et on déjeunait ensemble sur la terrasse, toutes les deux. Et elle me disait « Raconte. » Et moi, je ne savais pas raconter quoi. Ce qui l'intéressait, c'est de savoir si j'avais un petit ami, comment ça se passait. Elle était tellement libre d'esprit, d'attitude, qui était tellement différente de ma mère et ma grand-mère. À la maison, on parlait jamais de ses propres sentiments, tandis qu'avec Colette, je pouvais tout lui dire. Et puis j'étais très fière qu'elle soit ma marraine. Quand j'étais à l'école, au lycée, les gens parlaient de leur marraine, de leur parrain. Moi, je disais, ma marraine, c'est Colette. Et les gens me disaient, oui, tu racontes des histoires. Et puis, un jour que je déjeunais avec Colette, je lui dis, tu sais, personne ne croit que tu es ma marraine. Alors, tu veux pas venir à l'école ? Alors, elle m'a dit, mais si, chérie, je viens. Et il était venu, alors tu t'imagines l'émoi de tout le monde à l'école, la grande Colette qui arrivait. Et moi, je regardais ça et j'étais fière comme tout. C'était assez amusant. Colette Rossan. Qui es-tu,
Colette ressent? Qui es-tu? Qui je suis? Je suis une femme de plus de 80 ans. J'ai eu une vie compliquée, extraordinaire, pleine d'aventures. Je suis devenue écrivain tout à fait par hasard. Écrivain ou écrivaine? Je ne sais pas. Écrivain. Pourquoi écrivain? Parce que c'est pas... Le fait que j'écris, c'est pas parce que je suis une femme. Je suis quelqu'un, c'est tout. La seule chose qui compte, c'est écrire. Alors l'écriture, qu'est-ce qu'écrire pour toi? Pour moi, l'écriture, c'est un moyen de me libérer, d'exprimer ce que je ressentais. C'était une explication. Je voulais expliquer à mes enfants qui j'étais, pourquoi j'écrivais. Et surtout, ça a commencé au début parce que j'avais une relation très tendue avec ma mère. Je n'ai pas eu, à la mort de mon père, une enfance... C'était une enfance physiquement très agréable, je ne manquais de rien, mais je manquais d'affection. D'abord, ma mère s'est découverte, à la mort de mon père, qu'elle était lesbienne. Alors, elle avait rencontré cette femme. Toutes les deux vivaient ensemble. Cette femme avait une fille qui s'appelait Yolande. Et Yolande et moi, nous sommes devenus très amis parce que nous nous sommes sentis toutes les deux abandonnées par ces deux femmes. Et en plus de ça, je ne comprenais pas cette affection. Je disais, je passe avant tout le monde. Elle ne peut pas faire des choses pour cette femme qu'elle ne fait pas pour moi. Et donc, ça a été au début très difficile. Alors ça, c'est quelque chose que tu n'as pas écrit dans ton livre. Ce sont des émotions que tu as ressenties, mais c'est une histoire que tu n'as pas racontée, ta maman. J'ai pas raconté parce que au moment où j'aurais pu le raconter, ma mère était encore vivante et je ne voulais pas... Mes enfants l'adoraient et je ne voulais pas détruire cette relation qu'ils avaient avec ma mère. Et de temps en temps, mes enfants se rendaient compte. Et ils me disaient, mais pourquoi tu n'es pas gentille avec grand-maman? Et je ne pouvais pas leur expliquer qu'elle m'avait abandonnée, qu'elle avait préféré cette femme à moi. J'essayais aussi de protéger mes enfants parce qu'ils adoraient leur grand-mère et je ne voulais pas détruire cette affection qu'ils avaient pour elle. C'est en écrivant que je pouvais exprimer tout ce qui me faisait du mal ou du bien, de me libérer un peu de cette angoisse que j'avais en moi. Les podcasts du Perche.com. Je me livre. Est-ce que tu te rappelles de ta première émotion avec un livre? Quel livre? C'était où? Quelle ambiance? Ma première émotion, ça a été le premier livre que j'ai lu toute seule. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un qui me lisait. Je me suis aperçue que moi aussi, je pouvais lire et je n'avais besoin de personne. Et donc, j'ai pris le premier roman qui m'est tombé sur les mains et j'ai découvert le plaisir de lire. Et je me t'ai dit à l'époque, un jour, je vais pouvoir écrire aussi. Tu as quel âge? Je devais avoir peut-être 12 ans. C'était les contes d'Andersen, en français. J'avais pas mal d'imagination à l'époque et j'aimais les contes. Je pensais souvent que peut-être un jour je serais une fée et je pourrais tout changer. Très jeune, j'aimais raconter des histoires. Et je me souviens quand j'avais peut-être 8-9 ans, sur la plage à Alexandrie, j'étais assise entourée d'enfants de mon âge qui me disaient « Allez Colette, raconte-nous une histoire ». Et moi, je pouvais raconter des histoires à longueur de journée, des aventures.
C'était drôle parce que j'étais très jeune et je disais, il y avait toujours un beau garçon, une belle fille, des cheveux longs, un drame qui se passait quelque part. Et les enfants m'écoutaient comme ça, bouche bée, et disaient « Et alors, qu'est-ce qui va se passer ?» J'aimais beaucoup ça. Entretien avec madame Colette Rossan. Et l'écriture après, avec le stylo, avec le crayon, avec la machine, ça se passait comment ? D'une façon assez extraordinaire, ce n'était ni un crayon, c'était une chose d'enregistrement. Tu avais un magnéto ? Un magnéto. Et puis un jour, une de mes amies qui avait une revue américaine vient me voir et me dit « Nous avons besoin d'un article sur le yaourt ». Alors je lui dis « Écoute, moi je ne sais pas écrire, je peux te dire comment on fait un yaourt, mais je ne sais pas écrire ». Alors elle m'a dit « Mais pas du tout, tu t'assois, tu prends ton magnétophone, tu parles et tu expliques. Et nous, on va le transmettre et le taper à la machine ». Bon, je dis, je vais essayer. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Je me suis assise, je me souviendrai toujours, par terre, dans le salon, et en me disant, ok, je commence par quoi ? J'ai commencé par parler de ce qu'on pouvait faire avec un yaourt. Et ensuite, j'ai donné la cassette à cette amie, qui l'a transmise, qui l'a tapée à la machine. Et elle est revenue et je lui dis, mais écoute, il faut que je relise parce que je ne sais pas, j'ai peut-être dit des bêtises. Je sais pas. Elle me dit, non, c'est mieux comme ça. C'était l'élan et on va le garder. Et puis je me suis aperçue que j'aimais faire ça. Je relisais ce qu'elles avaient tapé, je me disais, est-ce que j'ai vraiment dit ça ? Mais non, je ne m'écoutais pas. Et quand tu te relisais, il se passait quoi ? Je me disais, ah tiens, je pensais toujours, est-ce que c'est vraiment moi ? N'est-ce pas ? Est-ce qu'il y a un autre personnage qui a vraiment enregistré tout ça ? Est-ce que c'est vraiment moi ? Parce que tu sais, ça, quelquefois, quand tu te trouves devant, comme maintenant, devant un micro, et que tu oublies qu'il y a un micro, tu dis des choses que peut-être tu n'aurais pas écrites, ou que tu n'aurais pas dit s'il n'y avait pas eu un micro. Donc la liberté, le micro, la liberté. Exactement. Je savais parler, je savais raconter. Et c'est ça qui m'a sauvée. De parler dans un microphone pre-record, tu sais, d'enregistrer, ça me faisait du bien. Ça s'apprend, d'écrire ? Oui, ça s'apprend en faisant des fautes. Il faut avoir d'abord une idée en tête. Et puis, il faut pouvoir contrôler cette idée. Parce que tu peux pas, tu commences avec une introduction et puis tout d'un coup, tu parles de la conclusion. Donc, il faut savoir se contrôler, voir le développement de ta pensée et puis ensuite conclure. Donc, le magnéto était ton ami puisqu'après, c'est comme ça que tu as écrit tes 3 romans. Oui, exactement. La cuisine a une part très importante puisque tu vas même jusqu'à donner des recettes. Donc ce sont les souvenirs dans ce premier roman Mémoire d'une Égypte perdue. On a aussi le souvenir des saveurs que tu as aimées. Et il me fallait un coin de chaleur. Et moi j'ai trouvé le coin de chaleur dans la cuisine à côté de Ahmed, le cuisinier, dont les enfants étaient restés en Haute-Égypte et qui m'avait, si tu veux, d'un certain sens, totalement adoptée. Alors il me mettait sur le comptoir, me faisait goûter ce qu'il préparait, me racontait des histoires de sa famille, de ses enfants. Et c'était vraiment mon havre de grâce. Je ne crois pas que j'aurais survécu aussi bien s'il n'y avait pas eu Ahmed. Et sa cuisine. Et sa cuisine. Je me livre. Je me livre. Je me livre. Je me livre. Ma mère se remarie avec un monsieur qui avait des hôtels un peu partout en France. Et ma mère était toujours quelqu'un qui faisait un régime. Moi, je me souviens la première fois où il m'a fait goûter une truffe. On était au restaurant et ma mère
a dit « Moi, je ne veux qu'une salade ». Et mon beau-père m'a regardé. À un moment, je lui ai dit « C'est vous qui commandez, moi je veux bien n'importe quoi. Hein. » Alors il me dit « Je vais te faire goûter quelque chose. » Et il a commandé 2 truffes cuites sur les cendres. Et je me souviendrai toujours, la truffe était enveloppée de papier d'argent. Elle arrive à table et mon beau-père me dit « Ouvre ». Alors j'ouvre et j'ai cette odeur de cette truffe qui vient. Et je me suis dit « Ça, c'est le paradis ». C'était superbe. Ça, c'est vraiment vivre. Goûter ça, il m'a dit « Mange-la doucement et saveur ». Je me disais « Mais c'est extraordinaire ». Comment je n'avais jamais compris qu'une truffe pourrait être si bonne et de donner de telles sensations de plaisir. Je me suis prise d'affection pour mon beau-père. C'est lui qui m'a tout appris. En plus de ça, moi, j'aimais bien manger. Hein. J'aimais ça. Ça m'intéressait. Et j'étais très curieuse aussi. C'est comme ça que j'ai découvert la cuisine japonaise, la cuisine chinoise, parce que toutes les cuisines m'intéressaient. Je voulais savoir comment c'était fait, quel goût ça avait. Je me souviens, par exemple, d'être à New York et réfléchissant un peu de ce que nous mangeait au Caire et d'acheter les ingrédients et de me dire est-ce que je veux savoir refaire de mémoire ce plat que j'aimais beaucoup. Et petit à petit, j'ai tout appris. Mes enfants aimaient bien cette cuisine. Je pouvais refaire des plats que l'on faisait dans mon enfance et en même temps raconter des histoires à mes enfants. Tu sais, le goût, c'est la mémoire. Hein. Ça te donne comme une clé sur le passé. Tu sais, tu fais un plat, tu t'assois, tu le goûtes et tout d'un coup, toutes les images reviennent. Tu te vois, soit petite fille, soit jeune fille, dans la maison, entourée de gens que tu aimais. C'est important, tout ça. Je me livre. Et je me livre. Merci Colette. À bientôt. À bientôt. Merci. Extrait de Mémoire d'une Égypte perdue, souvenir avec recettes de cuisine de Colette Rossan, chez Albin Michel. Grand-maman cuisinait merveilleusement. Elle régnait sur la cuisine, mais il lui fallait partager le pouvoir avec Ahmet. Chaque matin, ils menaient bataille l'un contre l'autre. Ahmet, un Soudanais petit et nerveux, était entré au service de mes grands-parents à l'âge de 25 ans. Il s'était marié jeune et à 18 ans avait déjà 3 enfants. Il venait d'un village très pauvre. Sans travail, il avait quitté sa femme et ses enfants pour trouver un emploi au Caire. Il avait occupé un premier emploi de domestique en tant que valet de chambre chez un diplomate français, ami de tante Charlotte. Il avait gravi les échelons jusqu'à la cuisine, où il était devenu assistant du chef français. Cuisinier né, Ahmet eut tôt fait d'apprendre à préparer les plats français raffinés, les plus appréciés dans la maison. Lorsque le diplomate repartit pour la France, tante Charlotte demanda à son grand-père de prendre Ahmet à son service. Quand j'arrivai en Égypte, celui-ci se chargeait de la cuisine depuis environ 15 ans. Il était têtu, mais très gentil, et il aimait d'autant plus les enfants de notre grande famille que les siens lui manquaient. J'étais la seule, parmi les petits, à vouloir passer du temps avec lui dans la cuisine, surtout lorsque grand-maman n'était pas dans les parages, et cela nous rapprocha énormément, lui et moi. Grand-maman et Ahmet se disputaient tous les matins à grands cris. Je craignais sans cesse qu'Ahmet ne s'énerve au point de partir, de me quitter comme tous les gens que j'aimais. Il proposait un espic de poisson, un poulet rôti farci à l'estragon, une ballotine de canard ou son fameux gigot, et se poursuivait avec du poisson frit à la sauce kousbareya ou un poulet rôti sur lit de poireaux. Grand-maman croyait dur comme fer aux vertus salutaires des poireaux. Elle les recommandait à Isabelle, ma cousine adolescente, qui se plaignait d'être trop grosse. « Ne mange que des poireaux pendant toute une journée, lui disait-elle sur un ton impératif, et tu deviendras mince. » Elle les prescrivait aussi à mon cousin Joseph, 18 ans, pour le guérir de son acné,
et insistait pour que j'en mange au moins 2 fois par semaine pour pouvoir chanter aussi juste que mes cousines. Nous ne constatâmes jamais de résultat, mais nous n'en continuâmes pas moins à l'écouter et à manger des poireaux. Je me livre. Je me livre. Poisson frit Soscus Bareia. À l'aide de papier absorbant, tamponnez 1 kg de mulet, mais tout autre poisson à chair ferme fera l'affaire. Trempez le poisson dans 2 tasses de farine salée et poivrée. Faire chauffer 2 tasses d'huile dans une sauteuse, et lorsque l'huile est chaude, faire frire le poisson 6 minutes à feu vif, jusqu'à ce qu'il soit doré. Posez-le sur du papier absorbant. Faire chauffer 2 cuillerées à soupe d'huile d'olive dans une autre sauteuse. Faire fondre 2 oignons finement hachés jusqu'à ce qu'ils soient dorés. Ajoutez alors 2 tasses de tomates pelées et pépinées et coupées en dés, 1 tasse de noisettes hachées et 1 demi-tasse de pignons grillés et hachés. Faire cuire 4 minutes. Versez 1 demi-tasse d'eau et 1 demi-tasse de persil haché, salé et poivré. Laissez mijoter 5 minutes. Ajoutez le poisson et faire frémir 10 minutes, en ajoutant de l'eau si la sauce est trop épaisse. Servir accompagné de riz. Ces proportions sont prévues pour 4 personnes. Bon appétit. Merci Colette Rossan. Entretien avec Madame Colette Rossan. Les podcasts du perche.com. Je me livre.